moment d'émotion, de grande fierté aussi d'accueillir Pierre Rabhi à Bédarieux. Je voudrais vous raconter une histoire, pas l'histoire du colibri, pas du tout, j'ai pas l'intention, ça va se faire ça tout à l'heure. Nous sommes en train à Bédarieux actuellement de réunir les quartiers. On a une dizaine de quartiers qu'on réunit chaque année et où on évoque les projets de la ville, où on évoque les projets de la vie, les difficultés, le développement de la ville, et en particulier, nous insistons dans cette ville sur une ville au développement durable, et dont nous parlons, et cette année, j'ai des fiches que je projette sur un écran, et à un moment donné, une fiche apparaît avec le futur parc Pierre Rabhi. Et donc, j'ai à présenter en gros Pierre Rabhi qu'on ne présente plus. Et je dis que je suis dans des difficultés extraordinaires pour parler de Pierre Rabhi. Parce que je pense à Pierre, que je connais, à ce petit homme qui a l'air fragile d'apparence, et qui est je ne sais pas comment dire, un personnage très important, et en particulier pour le combat qu'il mène depuis des années, pour réconcilier l'homme et la nature. Il est de tous les combats. Nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années, j'ai réfléchi. Nous avions un projet de développement avec l'UNESCO sur l'oasis de Chénini de Gabès, réhabilitation écologique et économique. Pierre Rabhi était de la partie. J'étais conseiller général de l'Hérault, chargé des relations internationales, et nous avons travaillé. Nous nous sommes revus ensuite avec le CIEPAD, dans le département de l'Hérault, certaines actions qui ont été conduites toujours autour de l'homme et de la nature, de la réconciliation de l'homme et de la nature. Et puis nous sommes vus dans un grand concert avec Yehudi Mounin, ton ami, qui donnait un concert à Montpellier, au quorum et au profit de l'association Pierre Rabhi. Donc bref, une histoire commune. C'est donc un grand honneur pour moi et une émotion très profonde de vous présenter Pierre Rabhi ce soir. Demain, nous inaugurerons le parc Pierre Rabhi à Bédarieux et vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que cette ville est une ville tournée vers le développement durable, que nous avons des parcs, que nous inaugurons, que tout ce qui se fait dans cette ville avec les services municipaux tourne autour de cette idée qu'il faut préserver la nature, et on le fait, on essaye de le faire. Et puis nous sommes aussi de tous les combats, bien entendu, pour cette utopie qui demain sera la vérité, comme dit Victor Hugo, qui est de trouver enfin une terre vivable dans le monde en chaos où nous nous trouvons. Donc merci à Pierre Rabhi d'être là, et je lui passe la parole. Merci. Moi aussi je suis ému, Antoine, parce que nos vies, et, si vous voulez, chacun de nous est dans son circuit de vie, dans son itinéraire de vie. Alors quelquefois ça se croise, quelquefois ça se décroise, ça s'éloigne. Mais en tout cas, ce qui reste, c'est l'essentiel. Et sache que je te porte dans mon cœur et que je ne t'ai jamais oublié. Voilà. Merci. Donc, c'est une déclaration d'amour, ça. Oui, voilà, public. Donc nous, on n'est pas hypocrites. Hein, d'accord. Et donc, j'ai appris par bribes, parce qu'aujourd'hui, je suis extrêmement pris, dans le sens où ça fait des années, évidemment, qu'on fait des proclamations sur la vie, sur la nature, et qu'on essaye aussi de participer, de mettre en place des actions qui puissent permettre d'incarner justement les idées, parce que les idées, il y en a beaucoup, mais il faut aussi les incarner. Il y a pléthore, si vous voulez, de considérations sur le monde qui va mal, mais le dernier truc de Rio, vous avez bien vu, comme c'est un flop, quoi. C'est qu'en fait, on est, du moins ceux qui ont, une vraie responsabilité, ne prennent pas leur responsabilité à l'égard de ce qui est absolument essentiel, et ce qui est primordial, c'est la vie elle-même. Parce qu'à quoi ça sert d'organiser sur cette planète toutes sortes d'activités si la vie elle-même est négligée, c'est-à-dire celle qui finalement est la garante de la continuité de notre histoire. Et il se trouve qu'on est de plus en plus loin des fondements de la pérennité de la planète, et encore, si on n'était que loin, on est en plus en pleine destruction généralisée de cette planète. C'est très curieux, cette vision qui
au lieu de voir dans cette planète une merveilleuse, quand on l'étudie, on s'aperçoit de sa beauté, on s'aperçoit de tout ce qu'elle peut offrir, d'absolument extraordinaire. C'est véritablement un miracle, un réel miracle. Je dirais, moi, natif de l'oasis, je dirais que c'est une oasis perdue dans un grand désert astral et sidéral, mais c'est une vraie oasis. Et cette oasis, au lieu de l'apercevoir comme une merveille et comme une chance, on l'aperçoit uniquement comme un gisement de ressources qu'il faut transformer en dollars, en argent, etc. Donc on est rentré dans ce pillage généralisé, qui a été d'ailleurs dénoncé depuis pas mal d'années, puis dénoncé, étudié, etc. Moi je conseille toujours aux gens de lire par exemple Osborne, La planète au pillage, c'est absolument remarquable. J'ai obtenu de mes amis d'Actes Sud la republication. J'aurais demandé, il faut republier La planète au pillage, parce que ce travail qu'a fait Osborne au sortir de la guerre a été véritablement un travail d'un sérieux et d'une rigueur extraordinaire. Il met en évidence que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'impact de l'humain sur la planète est négatif. On admire beaucoup maintenant les pyramides, des grandes réalisations et des grands vestiges, si vous voulez, qu'ont laissé les grandes civilisations. Mais il se trouve que ces grandes civilisations ont été aussi destructrices, c'est-à-dire elles ont créé des déserts. Il y a certaines civilisations enfouies sous le sable des déserts qu'elles ont provoqués. Et on oublie que cet impact de l'humain sur la nature se poursuit, et en même temps dans un théâtre tragique où l'homme contre l'homme, l'homme égorgeant l'homme, détruisant l'homme, on est vraiment dans une tragédie extraordinaire. Et en même temps, ça m'a fait poser des questions, savoir finalement, est-ce que l'avènement de l'être humain est un avènement positif ? À quoi sert-on ? Vraiment, je me pose la question. Parce que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous sommes autoproclamés les meilleurs, les grands, etc. Et donc, il y a derrière tout ça une vanité y a-t-il des dogmes religieux qui ont été favorables à cela ? Détruisez la nature, soyez la terreur des créatures. C'est écrit dans la Bible, soyez la terreur des autres créatures. Alors qu'est-ce qui fait que, en dépit de notre avancée théorique, de notre évolution avec des avancées théoriques, où nous faisons des miracles technologiques extraordinaires, mais ces miracles technologiques et cette créativité orientée sur ces miracles semble avoir tourné le dos et s'éloigner de plus en plus des fondements de la pérennité elle-même. Donc aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu en plus des moyens et des outils dont nous disposons, qui décuplent nos pulsions négatives, qui leur donnent une puissance jamais vue depuis l'origine de l'humanité. Quand vous avez peut-être eu l'occasion de voir des films sur comment on coupe le bois maintenant dans la forêt amazonienne, vous savez, vous avez des machines épouvantables, on dirait des engins de cauchemar qui arrivent avec des espèces d'énormes sécateurs qui coupent un arbre qui a mis quelquefois des siècles. En 10 minutes, il est par terre. Donc ces pulsions négatives, la technologie qui nous a amené cette puissance négative, ne correspond pas à une évolution suffisante de la conscience, à une élévation suffisante de la conscience pour que l'homme devienne vraiment raisonnable et comprenne que tant qu'il n'aura pas compris que c'est au fondement de la vie qu'il doit la vie, eh bien, je pense qu'il continuera dans cette transgression qui, à l'évidence, amène petit à petit l'humanité à une sorte de suicide. Alors, je ne suis pas là pour vous casser le moral. Hein. Je suis pas, voilà. Si je suis là, c'est parce que justement, si moi-même je n'avais rien à vous dire de positif, ben, je resterais chez moi, quoi. Je digérerais mon désespoir, mais je ne suis pas désespéré du tout, parce que je pense que on dit quelquefois, il n'est jamais trop tard, mais il est toujours trop tard aussi. Mais il n'est jamais trop tard non plus. Donc ce qui fait qu'on est dans ce dilemme. C'est vrai qu'il est parfois trop tard. L'enfant qui meurt aujourd'hui de faim, là où nous parlons, il y a plusieurs enfants dans le monde qui sont morts de faim, eh bien pour lui c'est trop tard. Et à la fois il y a la vie qui nous dit mais c'est pas trop tard. Alors on est dans ce dilemme, et comment faire que nous puissions finalement être éclairés? Parce que je pense que si des extraterrestres
nous examiner. Si des extraterrestres essayaient d'étudier l'être humain, je pense d'abord qu'ils ne comprendraient rien du tout. Ce serait tellement compliqué. En tout cas, la conclusion serait, ils sont surdoués mais abrutis. Il y a une protestation quelque part. Bon. Donc, toute cette question pose, mais d'une façon radicale et forte, la continuité de notre histoire sur cette planète. C'est une évidence. Les exactions sont nombreuses, et ces exactions nombreuses qui vont à contre-nature amènent aujourd'hui à nous interroger parce que finalement nous sommes dans une phase décisive. On voit bien l'humanité dans ses convulsions. On voit bien que nous avons aujourd'hui la possibilité de nous détruire avec les armes stupides que l'humanité a créées elle-même pour se détruire. On donne beaucoup plus d'importance au superflu et à la violence qu'à résoudre des problèmes de la faim dans le monde ou des problèmes graves qui en fait interpellent notre humanisme. Eh bien, dans ce registre, si vous voulez, il est certain qu'il y a une forme de démence. Et il faut maintenant que nous comprenions que ce n'est pas en prenant des décisions importantes, etc., qu'on arrivera, c'est en faisant chacun de nous ce que nous pouvons faire là où nous pouvons le faire. Je suis vraiment très admiratif de ce qui se fait dans cette commune. J'ai appris au fur et à mesure, et que aujourd'hui nous avons besoin par exemple de municipalités qui deviennent des prototypes. Aujourd'hui, c'est comment inspirer les autres. Parce que nous accumulons beaucoup de théories sur le monde qui va mal. Les bibliothèques sont remplies, fléchissent sous le poids de toutes les considérations. Je vous parlais tout à l'heure de Osborne, sortir de la guerre, la planète au pillage. Je parlerai aussi de Commoner, je parlerai aussi de Günther Schwab, je parlerai aussi de gens qui ont beaucoup de conscience, qui ont en fait été des éclaireurs de l'humanité. Mais quand on fait le test, est-ce qu'ils ont été entendus? Eh bien, je me le demande. Et là, si je fais le test, qui allait Osborne? Une personne. Vraiment, ouvrage fondamental, salué par Einstein, Devoto, Huxley, enfin tous les grands esprits qui ont lu ce livre dès le sortir de la guerre. On dit, voilà un livre fondamental. Eh bien, il y a peu de gens qui a lu Commoner, Günther Schwab, Rachel Carson. Je pense qu'il y en a quelques-unes quand même de Rachel Carson. Le printemps silencieux, voilà, etc. Bon, ce qui veut dire que c'est pas parce que nous avons manqué de conscience qui nous ont interpellés. C'est pas ça du tout. C'est parce que nous n'avons pas été attentifs. Et nous étions évidemment dans une phase que je comprends. Moi-même, je suis né dans le désert du Sahara, de double culture, très rapidement, à la perte de ma mère. Enfin, si je fais quelques points de biographie, c'est pas pour mettre en avant Pierre Rabhi. Pierre Rabhi m'énerve, très souvent. Parce que je suis dans mes contradictions, en disant, bon voilà, il faudrait faire ci, mais il faut faire ça. Et Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Donc, c'est pas... faut pas focaliser sur Pierre Rabhi, mais par contre, il y a une conscience. Il y a une conscience. Vous savez, quand on m'avait poussé en 2002 à me présenter aux élections présidentielles, et notre slogan, c'était appel à l'insurrection des consciences. On a mis en avant le fait que la politique doit ajouter aussi un certain nombre d'éléments, parce qu'au début, je me demandais, mais faire la politique, pourquoi? J'ai pas envie d'être élu, j'ai pas envie de rien du tout. Et du coup, on s'est aperçu que c'était peut-être une opportunité pour justement mettre en avant ce qui n'est jamais mis en avant en politique. Le féminin au cœur du changement, l'équilibre féminin-masculin, parce que nous sommes nés de ça. Une éducation qui soit une éducation non pas sur la compétitivité, mais préparer les enfants à être solidaires plutôt qu'à être compétitifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'émulation, mais ne pas entretenir cette compétitivité, parce que d'abord, elle les ensemence d'anxiété. L'anxiété, et cette anxiété qui domine à un certain moment, c'est « je ne dois pas échouer ». Mais en fonction de quoi? Je ne dois pas échouer. Donc il y a aussi incarner les utopies.
Il y a beaucoup dans la société civile d'initiatives, je vous assure, qui sont porteuses d'avenir. Je viens d'écrire un petit ouvrage que j'ai intitulé Éloge du génie créateur de la société civile, et on avait mis un bandeau, vous savez, tous candidats. Alors le tous candidats, ça va venir avec l'histoire du colibri. Nous avons produire et consommer, pour être un peu plus pragmatique et pratique, produire et consommer localement. C'est quand même pas normal que des camions encombrent les autoroutes pour transporter de la nourriture du nord au sud, de l'est à l'ouest, alors que les campagnes se désertifient et qu'on pourrait largement suffire aux besoins d'une population locale. Enfin, on était à la fois dans ce qu'on pourrait appeler la symbolique et dans ce qu'on pourrait appeler le pratique. Et en même temps, aller au-delà, parce que la vie nécessite aussi une chose très particulière qui est quand même l'admiration, qui est quand même aimer la nature, aimer la vie. Et c'est quelque chose qui est relégué aujourd'hui. Voilà, alors tout ça m'a amené aujourd'hui à être de plus en plus farouchement déterminé après la création de plusieurs structures, que vous trouverez donc la description de ces structures qui sont en fait dédiées à l'humanisme et à la nature, mais qui rentrent dans la phase d'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut incarner, il faut matérialiser les choses, il faut enseigner, il faut... Voilà. Et c'est toutes ces choses-là, maintenant, ça constitue une nébuleuse assez large de lieux, et nous allons les multiplier, de lieux où nous intervenons très concrètement pour essayer de faire évoluer les choses. Et le dernier avatar, c'est Colibri. Colibri pour arriver à avoir un système qui va coordonner, créer des passerelles, essayer de regrouper les initiatives de la société civile, parce que la société civile est très fertile en innovation qui prépare le futur. Et par rapport à cela, évidemment, on voit bien le fiasco de Rio de Janeiro, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de sérieux dans la question de l'humanisme et de la nature. Alors pour ce qui me concerne, j'essaye quand même de donner quelques points biographiques, non pas pour me compter, mais quand même pour essayer de faire comprendre quelles ont été les décisions que j'ai pu prendre au cours de cet itinéraire qui dure maintenant depuis 50 ans, presque 50 ans, et qui a fait qu'il y a eu toujours cette protestation active contre un modèle qui finalement ne prend pas du tout en compte les fondements de la vie. Je suis né dans le petit désert du Sahara, presque dans le Maroc, et dans une petite ville qui s'appelle Kenadza, enfin bon. Et dans ce lieu, nous est arrivée la civilisation française, puisque nous étions colonisés par la France. Et paradoxalement, étant colonisés par la France, évidemment, il y a des géologues qui ont cherché ce qu'ils pouvaient tirer parti du territoire. Et ils ont découvert de la houille, du charbon. Ce charbon, il a fallu l'exploiter. Il a fallu mobiliser la population locale qui sont devenus des mineurs. Dans cette mutation très très importante, je perds ma mère et puis j'ai un père qui est musicien, forgeron, musicien, poète, et il se trouve lui aussi remis en question dans sa capacité à survivre par son art. Il est devenu donc mineur. À ce moment-là, il s'interroge sur le futur. Quel va être le futur, puisque notre culture est pratiquement désavouée quelque part par rapport à cette méga culture qui arrive. Et moi, à l'école, j'ai récité que mes ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Enfin, il y a qu'à me regarder pour savoir. Ou alors je suis le seul prototype, peut-être. C'est possible. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une idéologie qui tout d'un manipule les âmes et les esprits pour les conformer déjà au modèle. Cette conformité au modèle, elle a commencé, l'idéologie qui s'est répandue sur la planète, elle a commencé par l'Europe. Après, je devais apprendre que l'Europe, c'était
quand vous prenez vous lisiez les récits des voyageurs du XVIe siècle traversant l'Europe, ils disaient on passait d'une province à l'autre, on ne comprenait rien à ce que les disaient les gens, chacun avait sa façon de construire, ils avaient leur façon de construire leur maison, leur façon de se vêtir, ils avaient leur folklore, ils étaient caractérisés, c'est-à-dire que c'était des gens caractérisés. Et bien le modèle a tout nivelé. Et ce nivellement, il ne faut jamais l'oublier, que cette idéologie de la diversité culturelle qui existait, qui aurait pu être simplement unifiée par quelque chose qui lui donne son unité, elle n'a pas été seulement, on n'a pas eu souci de l'unifier, on a eu souci de l'éradiquer. On ne va pas parler patois à l'école, c'est arriéré, c'est plus l'image du paysan, le pauvre type arriéré qui n'a pas évolué, etc. Donc toute cette idéologie, eh bien, elle est née quand même sur un précepte et un principe qui donnait beaucoup plus au fameux progrès de l'importance. Donc ça nous a affecté aussi chez nous. Eh bien, on nous renvoyait l'image de gens attardés, beaucoup plus qu'autre chose. Et il fallait qu'on se mette à jour de tout ça. Donc mon père, soucieux de mon avenir, puisqu'il ne savait pas trop quel serait l'avenir, se lie d'amitié avec un couple, une institutrice et un ingénieur français venant travailler dans le pays et sans enfants, et qui lui disent, nous, si tu veux qu'on s'occupe de ton enfant pour l'éduquer, pour le lui apprendre, là, on peut s'en occuper. Il n'y avait qu'une exigence, c'est que de mon père, c'est que je devais rester musulman. Et donc j'allais à l'école coranique. Et en même temps, j'allais à l'autre école. Et puis en même temps, je voyais les divergences. Déjà tout petit, les divergences. Où d'un côté, on me disait, surtout ne touche pas au cochon. Et de l'autre côté, on se régalait avec du saucisson. Alors, pour un enfant, il y a de quoi être fêlé, quoi, finalement. Et puis toutes les contradictions qu'il y avait culturelles dans ce microcosme représentaient les contradictions planétaires. Donc je mène voilà, j'essaye de me faire mon chemin à travers ces ambiguïtés. Et puis la guerre d'Algérie s'intensifie, je quitte l'Algérie, alors là j'ai 19 ans, je quitte l'Algérie pour aller en France, exclu des deux cultures. Et puis j'arrive à Paris, et puis à ce moment-là, je m'aperçois que il faut gagner sa vie. Alors je cherche du boulot, et je m'aperçois que finalement, tout ce que j'avais appris n'était pas tellement utile à la société, parce que quand vous êtes dans une forme d'interrogation par rapport même à votre identité, vous fréquentez beaucoup les philosophes. Parce que le philosophe, c'est celui qui se questionne. Et puis la question des mathématiques, de la chimie, etc., ça me gonflait littéralement, quoi. Je me dis, il y a une question à laquelle il n'est pas répondu, et moi je dois maintenant être endoctriné dans ce système. Donc je travaille en entreprise, et comme j'avais l'habitude de faire ce qu'on appelle par la philosophie, on apprend aussi à essayer d'analyser les divers paradigmes qui sont dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité est évolutive, vous savez. Elle est évolutive avec des événements tragiques, des événements moins tragiques. Enfin, ce destin collectif de l'humanité passe à travers le temps et l'histoire par des phases multiples. Et quand on arrive à la modernité, la modernité, elle est fondée sur un être humain vaniteux, il faut dire, qui voulait démontrer que c'était une divinité par ses miracles technologiques, la thermodynamique. Donc est-ce qu'on peut appeler ça l'ère du pétrolitique? Je ne sais pas, peut-être. Et cette ère du pétrolitique, amène finalement, met en évidence ce que l'être humain est capable de faire comme prouesse technologique, et avec l'éloignement de plus en plus de la nature, puisqu'on met les gens hors sol. Et dans ce confinement, si vous voulez, modifie complètement la configuration entre la campagne qui se vide, les villes qui se remplissent, sans oublier toute la condition paysanne, où il y a eu quand même un génocide croisé entre paysans allemands et paysans français durant la guerre de 14. Et mais ça, on considère que on a sacrifié pour la patrie. Mais on ne dit pas qu'on a sacrifié vraiment pour d'autres causes que seulement la patrie. Cette main-d'œuvre qui devient évidemment qui est endurante, qui va aider
la promotion de la nouvelle civilisation, de la modernité, de la technologie. Et puis petit à petit, bon voilà, on rentre dans un... Alors moi, dans ce microcosme-là, j'ai essayé de voir quelle était la configuration de ce microcosme. Et je tombais toujours sur la pyramide, ou sur la pyramide dans le sens où vous aviez des gens très importants en haut de la pyramide et des gens pas importants en bas de la pyramide. C'est-à-dire cet échelonnement de gens qui sont les plus importants au sommet, et puis ensuite des deuxième catégorie, troisième catégorie, le PDG, le directeur général, le cadre supérieur, le cadre moins supérieur, etc. Puis on descendait jusqu'à nous, puisque moi, n'ayant pas de compétences, je pouvais peut-être faire une bonne dissertation sur mon ami Socrate, mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Donc, ce que je savais faire étant limité, eh bien, je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et l'ouvrier spécialisé, c'est celui justement qui n'est spécialisé en rien. Mais comme dirait Fernand Reynaud, l'avantage que nous avions, nous, c'est que nous n'avions personne à vexer. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, voilà, c'était fini. La dernière strate, on vexait personne. Et puis, donc, dans cet agencement où les êtres humains sont finalement préparés par l'école, manipulés pour servir le modèle, et pour servir le modèle justement d'une économie qui n'en est pas une, parce qu'on appelle l'économie ce qui ne l'est pas. Vous voyez, aujourd'hui c'est pour l'économie qu'on détruit les forêts, qu'on écume les mers, etc. Et donc il y a à repenser aussi l'économie. Et puis il y avait constamment cette agitation, cette justification du progrès, dans ses principes fondamentaux, un progrès qui allait libérer l'être humain. Libérer l'être humain. Voilà. Vous allez voir, avec le progrès, vous allez être libéré. Et moi, je n'ai jamais trouvé un système plus carcéral que celui-là. De la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, il y a des casernes. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va dans sa caisse. Et puis à la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, un itinéraire comme celui-là, je ne voyais pas très bien en quoi il était libérateur. Donc il y avait un malentendu par rapport au principe lui-même. Si je dis ça, c'est pas parce que je suis contre le progrès ou quoi que ce soit, c'est parce que derrière tout cela, il y a quelque chose qui détermine finalement le destin collectif de l'humanité, c'est l'argent. Voilà, l'argent, la finance, ça détermine entièrement le système humain, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu souscrire à cette idéologie. Je rencontre une jeune fille, et puis nous quittons Paris, nous faisons un retour à la Terre. Et là, grande surprise, je suis obligé d'être ouvrier agricole, je suis obligé d'avoir au moins quelques éléments de base de la connaissance agronomique, puisque je n'y connaissais strictement rien. Et ça m'amène à travailler dans des fermes. Et là, je suis stupéfait de voir l'utilisation massive de produits chimiques dans tous les sens, à la fois dans les sols, à la fois pour traiter les arbres. On utilisait, puis je savais que ça avait des effets sur l'environnement, et petit à petit, j'étais très très mal à l'aise à me dire, finalement, l'agriculture, si cette agriculture-là, je ne veux pas la faire. Et voilà, je commence à faire mes premiers pas dans l'écologie, le jour où j'ai découvert un ouvrage qui s'intitulait « La fécondité de la Terre », qui avait été écrit par un certain Pfeiffer, qui était lui-même disciple de Steiner, etc., etc. Et on est amené donc finalement à quelque chose qui met bien en évidence que l'agriculture moderne produit et détruit, et donc elle détruit les sols, elle pollue l'environnement, elle pollue les nappes phréatiques, et puis elle produit une nourriture qui n'est pas adaptée. Moi, je n'ai jamais accusé les agriculteurs. Je ne suis pas en train de faire un procès des agriculteurs, mais le procès surtout de procédés qui sont justement antinaturels et qui ont été vraiment fortement antinaturels, parce que l'agriculture a beaucoup été responsable de destruction massive partout. Il faut voir ce qui s'est passé aux États-Unis, au Mexique, etc. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, je renonce à une agriculture conventionnelle pour choisir l'agriculture dite biologique. Nous avons un petit domaine, nous finissons par trouver un petit domaine où nous installer, et il se trouve que ce domaine, il était
petit, et il fallait qu'on emprunte au Crédit Agricole pour acheter. Et le Crédit Agricole, évidemment, me dit, c'est justement lui qui me renvoie pour dire, il faut aller apprendre votre métier. Si vous voulez faire de l'agriculture, il faut quand même apprendre l'agriculture. Ce que j'ai fait. Et ensuite, grande surprise du préposé du Crédit Agricole, qui était un homme tout à fait louable, j'ai rien contre lui. Quand je lui décris la ferme, il a failli avaler sa luette, comme on dit, parce qu'en disant, mais il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'eau, il n'y a pas d'électricité, on va vivre 13 ans sans électricité. Vous avez le chemin qui est difficile, la terre rocailleuse, vous ne pouvez pas, on ne veut pas vous aider à vous suicider. C'est ce qu'il m'a dit. Seulement, c'était très difficile d'expliquer que la démarche n'était pas qu'agricole, puisque c'était aller vers la nature et, disons, renouer avec les forces importantes de la vie. C'était ça. Mais en même temps, il y avait un choix délibéré de ce que j'appellerais, moi, plus tard, la sobriété heureuse, c'est-à-dire comment fonder quelque chose sur l'autolimitation. L'autolimitation en tant que fondement du nouveau paradigme, c'est-à-dire la puissance de la modération en tant que réponse à l'outrance. Parce que nous sommes dans un système outrancier, toujours plus, ce qu'on appelle la croissance économique, elle est stimulée en permanence, mais on sait que la croissance économique, c'est un problème, c'est pas la solution. C'est pour la croissance économique que nous détruisons la planète. Et si nous voyons arriver les pays émergents qui choisissent exactement le même modèle de société, et compte tenu de leur nombre, je ne vois vraiment pas, si tout le monde se comporte de cette façon, où la planète va pouvoir prendre les ressources pour nous les offrir, ou du moins, comment allons-nous prendre tout cela. Et alors, donc, c'était à l'évidence, il n'était pas possible de continuer sur cette lancée-là. Et du coup, on a réussi. Pourquoi quels étaient les critères fondamentaux? C'est que quand vous êtes dans un lieu qui est beau, c'est un don qui vous est donné. Cette beauté est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de la beauté, on a besoin du silence, on a besoin de l'air pur, on a besoin de toutes ces valeurs, et ces valeurs, on les trouvait sur ce lieu, et c'est pour ça que notre choix, en dépit de la précarité du lieu, a été, c'est là que nous voulons nous installer. Et quand vous vous installez quand vous êtes nourri de cette façon intérieurement, eh bien, je ne sais pas, la force vous vient, le courage vient, et nous avons donc réussi, entre guillemets. Et en 81, après avoir réussi, après avoir nourri nos 5 enfants sans aucun problème, se pose la question finalement du tiers-monde. Et c'est à ce moment-là, en 81, que je me trouve pour la première fois au Burkina Faso pour transmettre ce que j'avais acquis sur ma ferme, à savoir l'agriculture écologique, l'agriculture biologique, suite à la visite à l'époque c'était un voltaïque sur notre domaine, invité par le gouvernement, qui pose la question, mais cette question c'est de savoir, il paraît que vous n'utilisez pas d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse, comment faites-vous? Donc ça a été l'explication de l'agriculture écologique. On a mis ça à l'épreuve, pour aller vite, à l'épreuve auprès des paysans, auprès des institutions, et voilà que les résultats sont tellement satisfaisants que la demande grandit. Je suis désespéré parce que je ne peux pas ni abandonner le projet, ni abandonner ma ferme. J'allais comme paysan sans frontières. Et à partir de là, il a fallu, heureusement, j'ai rencontré une association qui s'appelait le Point Mulhouse, laquelle l'association Point Mulhouse avait réussi à avoir des avions et à faire du transport aérien éthique ou humanitaire, proposant le billet d'avion 75% moins cher que les autres compagnies. Ça provoque un flux de touristes important vers le Burkina Faso. Le Burkina se plaint qu'il n'a pas les structures pour accueillir tout ce flux et il crée ce qu'on appelle des campements hôteliers. Ces campements hôteliers sont destinés à recevoir le public. Et à un certain moment, n'ayant pas veillé à l'éthique qui devait gérer ces campements hôteliers,
eh bien, l'image du Point Mulhouse qui était positive se met à se dégrader parce que les gens qui reviennent disent qu'est-ce que c'est que ça, c'est un club Metz, etc., etc. Donc ils arrêtent tout. Et notre rencontre, ils finissent par me rencontrer parce que les gens leur demandaient de me rencontrer. Et puis je leur propose, voilà, puisque vous avez cette structure d'accueil, tourisme, eh bien, nous allons reprendre le tourisme, mais évidemment, ce ne sera pas du caviar ou du saumon au milieu des gens qui crèvent de faim. C'est complètement offensant pour tout le monde. Mais nous allons remettre la structure de tourisme dans la tonalité du pays. Et en même temps, les touristes qui viendront évidemment viendront, mais on va associer à cette structure de tourisme une structure de formation des paysans à l'agroécologie. Et nous mettons cela au point. Ainsi, la personne qui va sur place, eh bien, elle fait du tourisme, effectivement, mais c'est un tourisme humanitaire, puisque quand les ressources qu'elle va laisser, nous vont constituer une bourse, cette bourse va nous permettre de former des paysans selon les critères que vous connaissez, l'adage que l'on dit, apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Et ça prend une envergure extraordinaire. Je suis convoqué par Thomas Sankara qui me dit, eh bien, il faut maintenant que l'agriculture écologique soit une politique nationale. Je vous charge de me faire des propositions, et il voulait m'inclure comme une sorte de ministre pour promouvoir l'agroécologie. Alors bien sûr, je suis revenu très heureux, plus qu'heureux, en disant c'est formidable, quelle carte nous sommes en train de jouer aujourd'hui, que ce sera un témoignage international d'un pays qui prend entièrement en option de concilier la nécessité de se nourrir en quantité, en qualité, de son autonomie, et en même temps en préservant, voire en améliorant le patrimoine. Parce que l'agroécologie améliore le patrimoine, puisqu'elle intègre non seulement la culture du sol, bien entendu, avec des composts, des ferments que l'on prépare, et en même temps, elle améliore le patrimoine, et elle est sans pollution, et elle libère le paysan des engrais, parce que pour faire une tonne d'engrais, il fallait à peu près 3 tonnes de pétrole, et tout paysan qui a recours à ces intrants, évidemment, il se ruine. Alors ça ruine le pays. Donc en revenant à cette formule-là, elle prend une grande envergure, et du coup, ça devient l'élément que je présenterai un petit peu partout, comme étant, et même aujourd'hui, comme étant la façon dont on peut intervenir pour résoudre le problème de la faim dans le monde, ce qui est reconnu aujourd'hui par les grandes institutions. Voilà ce que je pourrais vous dire d'une façon plus tangible. Bien sûr, parallèlement à cela, il y a un accompagnement qu'on pourrait appeler philosophique, dans le sens d'une réflexion permanente sur le devenir de l'espèce humaine, le devenir de l'humain. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper sur l'évolution en prenant aujourd'hui des décisions importantes? Je ne demande pas aux politiques d'avoir une baguette magique et de changer les choses. Ce que je peux reprocher parfois, c'est qu'ils ne mettent pas en place des processus qui vont amener véritablement à ce résultat de conciliation humaine et nature. Je répète l'histoire de Rio, vous voyez bien comme ça tombe à plat, c'est que les décisions n'ont pas été prises, et on continue donc sur ce chemin. Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a entre le nord et le sud, évidemment, des disparités qui ne cessent de grandir. Les famines n'arrêtent pas de se produire. Il y a aujourd'hui des convulsions sociales formidables qui font que, par exemple, le tourisme sur lequel comptaient pas mal de pays est en train de s'effondrer, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous le diagnostic que l'on peut faire aujourd'hui sur l'évolution générale de l'espèce humaine et disons de l'organisation mondiale. Alors, je suis en plein dans ces questions, et donc on a créé un certain nombre de structures qui répondent à ces besoins, comme je le disais tout à l'heure, et puis nous allons continuer, nous allons essayer d'évoluer dans ce sens. Pendant longtemps, on avait une petite audience, maintenant on a une audience qui est quand même importante, et nous avons voulu que la démarche écologique ou agroécologique, nous voulons vraiment qu'elle prenne une tonalité politique, dans le sens non pas politicien, mais dans le sens politique, au sens noble du terme. Voilà où nous en sommes. Alors je ne sais pas si j'ai dit des choses essentielles ou pas essentielles.
la grande question, c'est de savoir finalement l'humanité est dans son rapport à la vie, à sa vie et à l'avenir, quel sens a l'humanité finalement? Et que veut dire la vie? Qu'est-ce que veut dire vivre? Est-ce que c'est arriver simplement au monde et puis disparaître? Que veut dire aujourd'hui la croissance économique qu'on invoque? Que veut dire toutes ces choses-là? Le produit national brut. Je ne suis pas en train de faire du dénigrement, mais simplement penser les choses. Il se trouve que ma mère, vous savez, ma mère qui m'a élevé, française, elle était bourguignonne. Elle était d'un pays mercuré, c'est-à-dire le grand vin de Bourgogne. Elle a bu des hectolitres et des hectolitres de vin. Ce serait impossible d'évaluer ce qu'elle a bu comme vin, tout en étant très bien. Elle est morte centenaire, pratiquement. Et alors moi, le problème, c'est que le vin, j'aimais bien ça, mais ça ne me convenait pas. Je sais pas, j'avais pas les ferments ou je sais pas quoi qui pouvaient digérer du vin. Bon, c'était comme ça. C'était la grande désolation de ma mère, parce qu'elle disait que si tu buvais un peu plus de vin, regarde, tu serais mieux, tu serais plus, etc. Je dis oui, maman, mais je le digère pas. Alors qu'est-ce que je fais? Chaque fois que j'en bois, je suis malade. Alors, vous savez que enfin vous le savez ou vous ne le savez pas, dans notre ferme, on avait créé donc un élevage de chèvres, et on s'était limité à une trentaine de bêtes, parce que nous ne voulons pas avoir de surnombre d'animaux par rapport au milieu qui est magnifique, milieu naturel. Le choix évidemment de l'autolimitation, ça je vous en ai parlé. Et puis il se trouve que après avoir fait, j'avais bien sûr travaillé les sols pour les améliorer, planter des arbres. Et puis nous avions comme élément de revenu nos chèvres, nos fromages qu'on allait vendre au marché. Alors le rituel, quand ma mère s'est rapprochée de nous, c'est qu'après le marché, nous allions prendre un repas ensemble. Alors c'était la façon de se voir, parce que toute la semaine on ne s'est pas vu, c'est le moment de... Voilà. Et alors on va au restaurant, on regarde le menu, enfin c'est le rituel habituel, et puis elle commande sa bouteille de Bourgogne. Bien sûr, le Bordeaux c'est de la piquette, enfin bon... Donc elle commence à bouteille de Bourgogne, et on est face à face, en train d'échanger. Et puis elle soulève la bouteille en disant, mais quand même, tu peux pas m'accompagner, il faudrait que tu en boives un peu. Alors je lui dis, oui maman, mais un doigt, pas un doigt comme ça. Et alors elle me sert mon doigt de vin comme ça on trinque. Et puis, qu'est-ce que je l'entends dire? Elle siffle sa bouteille. On sort, on rencontre des amis. Et qu'est-ce qu'elle dit à ses amis? Oh, le repas était magnifique aujourd'hui, c'était vraiment très bon. Et nous avons bu une bouteille à deux. Voilà le produit national brut. C'est une bouteille. Voilà. Donc, c'est toute une sémantique, si vous voulez. Je ne vais pas être trop long parce qu'il faudrait parler d'économie, de ce qu'elle signifie, qu'est-ce que veut dire l'économie, toutes ces questions, on ne se pose pas là du tout la question là-dessus. La deuxième anecdote est très significative, et je finirai peut-être par cette anecdote-là pour laisser un peu de place peut-être aux échanges. Je ne sais même pas si je suis resté dans le cadre de l'intitulé de la... Parce que Marie-Hélène devait faire son petit truc sur le... Ah bah oui, c'est ça, mais elle le fera après. Bon, d'accord. Donc la grande question aujourd'hui, mais finalement, comment se fait-il que je vais dans les pays du Sud, je vois des gens qui sont quand même heureux quelque part, malgré tout, malgré les difficultés. Ils sont quand même heureux quelque part. Et puis j'arrive en France où on a tout ce qu'il faut pour être heureux, et quand on regarde la quantité d'anxiolytiques qu'on avale, ils sont finalement significatifs, finalement d'une espèce de misère intérieure, de souffrance intérieure. On cherche du sens à la vie. On a l'impression d'être pris dans une espèce de traquenard dans lequel il faut quand même exister. Et on n'a plus l'impression de vivre, mais d'exister, d'être présent et d'exister. Et c'est là où je trouve qu'il y a
disons quelque chose à réajuster, qui aille vers comment produire une satisfaction. Si j'ai écrit de sobriété heureuse, c'est parce que je crois vraiment que le principe de sobriété peut amener à contrairement au toujours plus sans satisfaction, on vient vers cette sobriété. Et quelle est finalement la finalité de l'être humain sur cette planète? Est-ce que nous sommes simplement là pour exploiter, faire de l'argent avant de disparaître et laisser derrière nous des terres meurtries, une nature meurtrie, toutes ces exactions polluantes que l'on a, avec cette dépendance, avec cette dislocation sociale qui fait que chaque individu se retrouve tout seul, et avec la conjoncture actuelle qui va certainement s'amplifier, cette solitude va augmenter. J'avais proposé d'ailleurs un principe qu'on appelle les oasis en tout lieu, c'est essayer de dire l'avenir, ça sera certainement pas au chacun pour soi, il faut que les gens maintenant se préparent à des rassemblements, à des petites communautés dans lesquelles on échange. C'est ce qu'a réalisé ma fille Sophie, le hameau des Buis. Si vous allez sur Internet, vous verrez une vingtaine de maisons, une école, un collège. Il y a le rapport à la terre. Et puis cette communauté travaille beaucoup sur le vivre ensemble. Parce que la grosse difficulté des humains, c'est d'essayer de s'entendre. C'est de s'entendre sur des critères ou sur des valeurs communes, partagées et respectées. Donc tout ce travail se fait. Et je crois que l'avenir vraiment est là. En dehors de cela, quand on fait évidemment le bilan général, on se rend compte que finalement, on ne pourra certainement pas continuer sur ce registre-là et qu'il y a quelque chose à imaginer qui puisse mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et non pas le profit sans limite. Et pour essayer d'expliquer un petit peu, enfin, les tendances que j'aurais, je devrais dire d'un côté, l'humanité c'est un accident, voilà, c'est un accident, voilà. Et je pense qu'il n'y a que nous c'est quand même pas ni un congrès d'éléphants et de baleines qui nous ont déclaré les meilleurs. C'est bien nous-mêmes qui nous sommes autoproclamés les meilleurs. Sur tout le monde. Toute autre créature n'a pas droit à quoi que ce soit qu'à d'être subordonnée. Et donc toutes ces choses-là cette autoproclamation qui maintenant, dont on peut mesurer les exactions, et les dérives nous amènent finalement, moi j'avoue que ça me questionne de plus en plus l'humain, mais c'est pourquoi. Et je vais, pour finir, raconter une petite anecdote qui m'est arrivée réellement. Il se trouve quand nous sommes installés en Ardèche, nous n'avions pas le sou. Il y avait une maison à réparer, il y avait des courants d'air partout, mais sans être glacial, le climat est quand même froid, il faut se chauffer. Et pour se chauffer, il faut un carburant. Nous n'avions pas d'argent pour acheter du pétrole ou du gasoil. Donc, on avait un morceau de forêt, on allait couper du bois. Seulement à l'époque, il faut savoir que nous sommes arrivés à 61. En 61, les gens repartaient beaucoup plus d'exode campagne vers les villes que l'inverse. Et donc nous étions un peu dans une forme de solitude. Et cette forêt, on allait couper le bois, mais c'était véritablement très laborieux. Alors un jour, je suis au marché de Joyeuse, et j'entends à la table voisine quelqu'un qui se plaint aussi en disant « Je dois couper mon bois, je suis tout seul ». C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc je vais le voir et je lui dis « Monsieur, est-ce que je suis dans le même cas? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entraider? Vous venez, je vais couper le bois chez vous, vous venez couper le bois chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, ou du moins, ça nous était pas accessible. Et on fait ça. Et donc, le contrat est signé. Je vais l'aider pendant la semaine. Il vient chez moi pour la semaine suivante. Et nous travaillons comme ça, très tranquillement, avec vous savez, le fameux passe où on se met chacun d'un côté, les coins, les lames, vraiment très artisanal. Et la journée s'achève, le tas de bois est vraiment satisfaisant, et arrive ce temps de silence, où le coucher de soleil, c'est-à-dire où vous avez ce crépuscule absolument magnifique, large horizon de toutes les couleurs, un disque solaire, le disque solaire qui descend tout doucement derrière l'horizon, et il se trouve, cerise sur le gâteau, que sur
ce panorama se découpe en silhouette un arbre splendide. Et puis je regarde tout ça, je suis en extase. Je regarde l'arbre, tout ça se mélange, les couleurs du crépuscule, le soleil rouge qui descend, et l'arbre. Et puis je suis silencieux, dans une grande admiration et dans un apaisement extraordinaire. Et je regarde tout ça. Mon ami est intrigué, se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de ranger les outils. Il s'approche de moi, je le prends par la main et je lui dis regarde. Il me dit il y a au moins 10 stères. Et ça a été évidemment, comme vous l'imaginez, un choc, choc terrible. Et puis finalement, voilà, il y avait un quiproquo. Et ça m'a, même un gros quiproquo, et ça m'a amené finalement à me dire quelle est la vocation de l'être humain. Je vous assure que la vocation de l'être humain, c'est d'admirer, de prendre soin de la vie. C'est ça sa vocation. C'est pas de détruire. Et c'est ça notre vocation réelle. Dans ce cas-là, on est dans le registre réel de ce que représente la résonance de nos consciences et de notre esprit. Et qu'est-ce que nous avons à construire finalement sur cette planète? Parce qu'il y a l'unité de l'humanité. L'unité est une et indivisible. Vous pouvez marier une petite pygmée à un grand nordique aux yeux bleus, ce que vous voudrez. Ils feront des enfants. Ça sera peut-être acrobatique, c'est tout, mais pas plus. Mais l'unité du genre humain est une évidence. L'unité de la planète est une évidence. Et que tout cela représente une sorte, pour moi, j'ai une approche poétique et symphonique des choses. C'est-à-dire que c'est une énorme symphonie. La Terre, quand on voit toute cette vie, les étoiles, le Soleil, la Lune, la Terre, tout ça circuler, toutes les planètes que l'on imagine, etc., ça me rappelle une énorme symphonie. Voilà. Une très très grande symphonie dans laquelle il semblerait que l'être humain joue une fausse note. Et parce que toute l'avenir, si vous voulez, si on veut le résumer ou si on veut le traduire en termes poétiques, c'est comment l'humanité va-t-elle enfin jouer la bonne partition, qui soit en harmonie avec cette réalité vivante, de façon à ce que nous puissions prendre soin de la vie et la transmettre vivante aux générations futures. Si on veut résumer les choses, voilà ce que j'aurais à vous dire ce soir, quoi. Parce que je pourrais dire beaucoup d'autres choses. Je pourrais vous dire qu'on a des structures, j'en ai parlé, qu'on ne fait pas que théoriser sur les choses et que nous réalisons des choses. Il y a aujourd'hui, quand je téléphone au Burkina, mes amis me disent il y a au moins 100 000 paysans qui font de l'agriculture écologique. Tout ça me réjouit. J'ai appris que le Chenini, dans lequel je pensais que c'était tombé, eh ben, j'ai appris qu'au contraire, que ça continue. Voilà, j'ai appris qu'en Palestine, je m'y étais engagé. Je voulais même pas demander de nouvelles. On me dit, mais non, en Palestine, ça marche bien. Depuis que tu es venu, ça tourne et il n'y a pas de problème. On continue, etc. Donc nous continuons partout ce message de faire que l'être humain devienne le gardien de la vie et non pas le destructeur de la vie. Voilà, je pense que c'est très banal ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, c'est ma conviction la plus profonde. Et c'est pour cette conviction que je continue. Alors que parfois on se dit, mais pourquoi tu te fous dans un truc pareil à t'occuper du monde? Va taper la belote avec je dois être en retraite. Puis on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas renoncer? Quelle est cette chose subtile qui nous pousse, malgré les difficultés parfois à peine surmontables parfois, de s'obstiner? Qu'est-ce qui fait que nous nous obstinons à vouloir que la vie soit différente? Eh bien, je pense que c'est là qu'est l'intelligence. L'intelligence, à mon avis, c'est pas une question de cerveau, c'est pas une question de performance scolaire ou autre. L'intelligence, c'est justement ce que la vie a établi de plus puissant. Et c'est comprendre cette intelligence, et comprendre cette intelligence, eh bien, c'est être intelligent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci bien.